Bonjour, merci d'être ici pour cette présentation. Donc, je vais vous présenter l'aboutissement de ce diplôme depuis 5 mois maintenant. Alors, premièrement, je vais vous exposer le sommaire. Ça va se dérouler en 3 parties. Une partie où je vais vous expliquer un peu mon mémoire, les pistes de mon mémoire, et après, comment j'en suis arrivé à ce phénomène de dépersonnalisation et de déréalisation. Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer la mise en place de ce projet, comment je l'inclus et comment je le vois dans le futur, et les besoins qu'ont les patients pour ce projet. Et en troisième partie, je vais vous dire comment je pense que mon projet peut améliorer, peut avoir un apport. Je vais vous présenter le concept et après vous faire une petite démo pour que vous ayez une petite visualisation. Alors tout d'abord, mon parcours. Alors j'ai fait 2 années de mathématiques, puis après je me suis dirigé vers le design pour avoir un autre aspect de la création et pouvoir m'appliquer au projet. En même temps, j'ai travaillé aussi un peu sur un côté artistique, parce que je trouvais que c'était bien de mêler ça, et je pratique le dessin modèle vivant qui m'a grandement influencé dans mon mémoire et aussi dans mon projet. Alors pour commencer, mon mémoire, il parlait de la réalité virtuelle. Donc ma question initiale était: la réalité virtuelle révèle-t-elle l'authenticité du réel? Ici, on se questionne par rapport à ce qui est réel, quelle est la notion d'authenticité dans ces sociétés modernes, et aussi comment la réalité virtuelle va bouleverser un peu ces a priori qu'on peut avoir. Dans mon mémoire, je suis parti sur cette façon et de me dire que la réalité virtuelle pouvait changer notre rapport au réel et redéfinir aussi cette question d'authenticité. Donc mes premiers points clés du mémoire, ces a priori, étaient qu'il y avait un fantasme d'un réel authentique un peu latent, que ça soit passéiste ou que ça soit pour un réel plus physique. Il y avait aussi une autre chose à noter, c'était que la réalité virtuelle se plaçait un peu comme le summum de l'évolution technologique et redéfinissait un peu et montrait cette relation homme-simulation comme étant presque l'aboutissement de cette relation. Maintenant, il y a eu des tensions aussi dans ce mémoire, par exemple des risques de déconnexion par rapport au réel, ce qu'on peut se dire par exemple avec l'arrivée d'Internet, la virtualisation a en quelque sorte redonné des cartes, mais pour autant ce n'est pas le risque de déconnexion peut être appelé en fait la déréalisation, et c'est un enjeu potentiel, vraiment un enjeu ici. La réalité virtuelle aussi redéfinit les langages comportementaux que l'on a, nous humains, et lorsqu'on va mettre un casque de réalité virtuelle, par exemple, on va avoir des interactions qui vont être par exemple avec des intelligences artificielles ou d'autres humains qu'on va avoir du mal à distinguer. Et ici, il va y avoir une réelle question d'éthique pour savoir comment on sait qui est d'humain ou qui est intelligence artificielle. Maintenant, les potentialités de ce mémoire. Alors, ce qui a été très intéressant pour moi, c'était que la réalité virtuelle avait un usage thérapeutique. Elle avait une réelle application sur le réel. Elle venait en complémentarité avec ce qu'on pourrait appeler le réel. Donc ici, il y a une phrase de Olivier Nani-Perry, qui est chercheur en réalité virtuelle, qui résume assez bien cette pensée. La réalité virtuelle touche l'émotionnel. C'est un artifice qui joue sur nos peurs et nos réflexes. Ici, elle vient vraiment toucher l'instinct. Donc ici, vous pouvez voir un exemple. C'est l'arachnophobie qui est traitée en réalité virtuelle. Donc le principe est assez simple. On expose graduellement à des personnes des araignées plus ou moins modélisées avec un réalisme et aussi avec un nombre d'araignées différents sur plusieurs séances de thérapie. De là, je me suis posé quelques questions sur cette idée de déréalisation, donc cette idée de déconnexion de la réalité qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'on pouvait être déconnecté de notre réel? Et ces 2 questions sont arrivées. Est-ce que la réalité virtuelle conduit forcément à la déréalisation, ou est-ce que la déréalisation existe déjà hors de la réalité virtuelle? Et là, on peut déjà avoir un indice. On n'a pas forcément besoin d'avoir une réalité virtuelle pour être déconnecté du monde. Il y a beaucoup de pathologies qui nous empêchent, par exemple, de se connecter au monde.
Je peux citer par exemple l'alcoolisme qui fait qu'on est déconnecté et ce n'est en aucun cas quelque chose de virtuel. Ensuite, je me suis intéressé plus à ce phénomène en fait, de déréalisation. Et j'ai trouvé que le phénomène de déréalisation était associé à un autre phénomène qui était la dépersonnalisation. Et toutes deux sont des pathologies de rentrer dans les troubles psychiatriques, donc dans ce manuel. Pour vous expliquer ce qu'est la déréalisation maintenant un peu mieux, c'est un sentiment de détachement avec le monde extérieur. Et la dépersonnalisation est un sentiment de détachement par rapport à ses sensations, ses sentiments, ses sens. Donc c'est quelque chose de très interne à la personne. Pour vous resituer encore une fois et mettre quelques mots plus clairs dessus, la déréalisation, c'est le dérèglement que l'on a avec le monde extérieur. Et la dépersonnalisation est le dérèglement que l'on a avec notre monde intérieur. Alors, ces deux phénomènes sont assez liés. Donc, vous pouvez bien vous imaginer que quelqu'un qui est dépersonnalisé, donc qui a un problème avec sa relation à ses sensations et son monde intérieur, va sûrement avoir une relation différente aussi avec le monde extérieur et donc peut entraîner de la déréalisation. Et aussi inversement, une personne qui est dépersonnalisée ne va pas forcément faire de la déréalisation. Et pareil pour une personne qui a un sentiment de déréalisation peut très bien être connectée intérieurement. Maintenant, un parallèle un peu plus simplifié pour vous faire un peu comprendre ce qui se passe. La dépersonnalisation, c'est une dissociation qui est consciente. Alors, contrairement à d'autres pathologies où la dissociation peut être de l'ordre d'identités multiples, où la personne va faire de l'amnésie et ne pas se souvenir qu'il l'a dissocié, ici, la personne est très consciente de cette pathologie. Ce qui fait que ça entraîne un rapport au monde qui devient vraiment complexe pour lui et déroutant. Un petit exemple pour vous dire, c'est entendre, écouter, la différence entre entendre et écouter. Vous pouvez entendre mais ne pas réussir à écouter vraiment. Il y a une espèce de rupture entre l'information qui arrive. Pareil pour voir et regarder et pareil pour toucher et sentir en fait. Alors quels sont les symptômes de cette dépersonnalisation? Parce que j'ai été chercher plus loin pour vraiment savoir quelle était cette pathologie. Et en fait, elle consiste à une incapacité de reconnaître son propre corps. Elle a aussi quelque chose de très paradoxal qui est l'incapacité de réduire sa connaissance au sentiment. Ce qui veut dire par exemple qu'un patient peut dire « je ne doute pas de ce qui existe, mais je n'y crois pas ». Et cette phrase est très paradoxale puisque les deux termes sont très très proches. Alors, cette pathologie entraîne aussi, comme je l'ai dit, il y a un phénomène de conscience et du coup d'auto-observation. Ce qui fait que la personne va toujours être en train de re-regarder ce qu'il fait et d'être sur sa pathologie, ce qui entraîne forcément de l'anxiété. Alors, quelles sont un peu les causes? Il faut se dire que ça touche 2% de la population, autant les hommes que les femmes. Cela peut venir généralement d'événements traumatiques, ça peut être enfance, ça peut être un événement particulier traumatisant et d'une différente sensibilité. Par exemple, quelqu'un qui vient de se faire licencier ou quelqu'un qui vient de perdre un proche. La déréalisation et la dépersonnalisation peut atteindre vraiment n'importe qui et selon les niveaux de sensibilité de ces personnes. Alors, voici deux phrases qui résument un peu de deux personnes qui ont eu des épisodes de dépersonnalisation et qui vont expliquer un peu comment ils se ressentent. Alors, il y a Marjorie, par exemple, qui nous dit « c'est comme si j'étais un fantôme à travers lequel tout le monde pouvait passer ». Donc là, on se dit il y a vraiment quelque chose de déroutant pour la personne, quelque chose de pas normal, disons. Et Charles aussi, qui me disait je pouvais me sentir acculé par mes sens. Donc il y avait vraiment un trop plein de sens, une rupture à ce niveau-là. De là, je me suis dit, un projet pourrait peut-être naître de la réalité virtuelle et de la thérapie. Essayer de combiner un peu à la manière de ces applications arachnophobie et de faire un projet justement pour les personnes dépersonnalisées. Alors, ainsi, j'ai contacté monsieur Dr David Fradet qui a en fait
qui m'a permis de vraiment commencer et de rentrer dans ce sujet. Alors c'est un docteur en psychologie et clinicien et il a écrit sa thèse sur la dépersonnalisation. Il m'a été vraiment de grande aide pour mieux comprendre le phénomène et aussi m'accompagner sur ce projet. Donc je vais vous exposer un peu où ce projet en est et où je veux l'emmener. Alors il y a eu ce contact au tout début de mon diplôme avec David. Puis après, il y a eu des recherches, bien sûr, des entretiens, un prototypage. Et maintenant, après cette soutenance, j'aurai des tests avec des utilisateurs qui sont Charles, Loïc et Marjorie. Et plus tard, des tests aussi avec le docteur Fradet pour faire avancer ce projet. Et dans le futur, j'espère aussi pouvoir déposer une candidature en test CIF pour faire avancer ce projet. Alors, une fois que j'ai rencontré monsieur David Fradet, j'ai redéfini un peu ma question de designer. Et j'en suis arrivé à comment, en tant que designer, puis-je accompagner des personnes souffrant de dépersonnalisation et de déréalisation à l'aide de technologies à capacité déréalisante telles que la réalité virtuelle. Donc c'est quelque chose d'un peu barbare, mais l'idée ici, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas utiliser le paradoxe qui existe avec la réalité virtuelle où on se dit, on peut se déconnecter d'un monde et finalement essayer de reconnecter une personne grâce à une technologie qui a une capacité de déconnexion. Alors, comment se positionne mon projet ici? Avec David, on a eu des échanges et on s'est dit que le meilleur pour ce projet était de directement cibler la thérapie. Pas forcément faire de la prévention ni dans l'autonomie, mais essayer d'aller traiter directement le patient. Et bien sûr, ce projet s'inscrit dans une expérimentation avec David. On s'est mis tout de suite clair là-dessus, c'est que c'est une expérimentation ciblée. On a déjà la dépersonnalisation est un phénomène, donc il n'y a pas de neurosciences qui prouvent exactement comment cela marche. Et le projet vient s'insérer dans une complémentarité à la thérapie. Alors pour cela, pour mieux comprendre encore cette dépersonnalisation, j'ai fait des recherches et des études. J'ai analysé les patients en fait, qu'il a pu décrire sur sa thèse, David, et j'ai aussi lu des revues de la française de psychiatrie pour mieux comprendre ce phénomène. J'ai aussi été dans la littérature pour voir un peu les ouvertures qu'il pourrait avoir sur cette dissociation et un peu la voir autrement. Par exemple, il y a eu cette nouvelle de Murakami qui s'appelle Sommeil, où il y a une femme qui va essayer de gagner du temps en se dissociant pour avoir plus de temps disponible à elle. Et elle va chercher réellement cette dissociation, contrairement à une personne qui, lorsqu'elle est dépersonnalisée, va subir cet épisode. Alors j'ai continué avec des recherches. J'ai récupéré des témoignages que j'ai exploités de par l'association qui s'appelle Dissocier Action. Donc c'est l'association qui a été montée par Charles, dont je vous ai parlé tout à l'heure. 5 témoignages aussi qui ont été exploités de la thèse de David Fradet et 15 témoignages qui ont été récupérés via les chats vocaux et chats textuels de Discord. Alors, j'ai eu aussi, bien sûr, des témoignages téléphoniques avec 3 personnes, Charles, Marjorie et Loïc. Donc maintenant, je vais encore vous décrire comment ils se ressentent pour voir un peu toutes les subtilités et la variété qu'on a dans la dépersonnalisation. Alors, il y a Loïc, par exemple, qui me disait « Mes épisodes de dépersonnalisation et de déréalisation sont comme des montagnes russes avec des pics moins forts depuis que j'ai commencé un travail sur moi. » Donc là, il exprime bien qu'il y a une réelle différence pour les personnes. Lui, il a ressenti ça vraiment en termes de vagues. Et Charles, lui, m'a plus parlé d'un rapport au corps et un rapport même à l'autre. Par exemple, il me disait « Certaines personnes dépersonnalisées ont un rapport problématique à leur corps. Le simple fait d'être en contact tactile avec une autre personne peut les rendre mal à l'aise. » Alors j'ai ainsi fait un questionnaire pour un peu sonder
où étaient les caractéristiques et où posait encore plus le problème, et pour avoir un peu l'avis des personnes dépersonnalisées. Alors j'ai fait 19 questions, j'ai eu 12 retours, et j'ai classé en 3 catégories ces questions. Alors une première qui accentuait plutôt les symptômes, donc essayer de comprendre vraiment ce qu'était la dépersonnalisation et la déréalisation. Une autre qui touchait plus à la représentation du corps, et une autre qui essayait d'ouvrir la dépersonnalisation pour la rattacher à d'autres domaines. Alors, voici les retours. Alors, 3 personnes m'ont dit que la dépersonnalisation était comme un sentiment d'équanimité, donc une certaine neutralité autour d'eux, ce qui peut être vraiment, encore une fois, dérangeant. En ce qui concerne la représentation du corps, 9 d'entre elles me disaient qu'ils voyaient comme leur corps comme non familier, et 4 autres, leur corps comme un réceptacle. Donc quelque chose à laquelle, encore une fois, ils passent à travers. Et alternativement, j'ai posé une question où j'ai demandé à des personnes si, lorsqu'ils étaient dissociés, ils avaient déjà eu un sentiment de bien-être. Et là, paradoxalement, j'ai eu 5 réponses qui me disaient « Oui, j'ai été dissocié, mais j'ai eu ce sentiment de bien-être. » Donc là, je me suis dit, il doit y avoir une piste à chercher, à exploiter. Je vous remets encore une fois une phrase qui va montrer bien là où pose le problème. Alors, cette phrase est « Je suis généralement très attentif à mes sens, mais on dirait que je ne reçois aucune information de leur part. » Ici, on voit qu'il y a en quelque sorte une rupture entre ce qu'il sent et ce qu'il après interprète. Là, c'est vraiment un point clé. Alors, maintenant, je vais vous mettre ce continuum qui représente du sensoriel au perceptif. Donc le sensoriel, c'est recevoir de façon brute la sensation. Et le perceptif vient s'introduire lorsqu'il y a l'interprétation de l'information. Et lorsqu'il y a dépersonnalisation, il y a bien sûr une rupture de ce continuum. Et généralement, une vision négative pour le patient de cette dissociation. Toujours avec cette ouverture sur la dissociation négative ou positive, j'ai vu que ce continuum pouvait être vu un peu autrement. Et par exemple, des personnes qui pratiquaient de la méditation allaient chercher eux aussi une certaine forme de dissociation, de conscience alternée, dans laquelle ils pourraient se mettre un peu en recul d'eux-mêmes et pourtant ne pas ressentir cette expérience comme négative. Et ici, c'est poser une vraie question, en fait, est-ce que la dissociation n'est pas une histoire de contrôle et de maîtrise? J'ai listé ensuite des besoins. Alors, les 2 besoins qu'il faut retenir ici, c'est la mise en action du patient et la reconnexion des sensations du corps à l'esprit. Alors, ces besoins ont été discutés avec David Fradet. Et ici, je vous représente le patient et le thérapeute qui continueront à réapparaître dans les prochaines slides. Ici, il faut bien se dire qu'il faut une solution personnalisée pour le patient. Maintenant, je vais vous expliquer un peu quel est le travail du thérapeute qu'on peut voir en 3 phases. Il y a d'abord les techniques comportementales qui consistent juste à essayer de trouver un moyen de détourner les patients de leur pathologie et aussi de les relaxer. Une autre qui est plus de l'ordre de la prise de conscience et qui essaye de trouver des déclencheurs pour la personne, d'essayer d'aller chercher un peu ce trauma et de le révéler. Et un autre traitement est le traitement psychodynamique, qui est en fait l'exploration des sentiments dans le cabinet par le thérapeute. Ici, le patient va narrer sa vie, donc du coup en analyse, et le thérapeute va ainsi déceler ce qu'il y a dans l'inconscient et chercher ces traumas pour pouvoir après les nommer et ensuite travailler dessus. Alors, comment inclure la réalité virtuelle là-dedans et comment l'insérer pour traiter? La réalité virtuelle touche sur les réactions comportementales instinctives à la différence des capacités cognitives et évoluées. Quand on rentre dans un casque, on est tout de suite dans une certaine adaptabilité et dans un instinctif. Et ici, l'idée, c'est de mettre la personne
dépersonnalisé dans un état d'alerte contrôlé. Donc ne pas trop le dérouter, mais pouvoir lui donner ces petits éléments déclencheurs pour qu'il puisse après pouvoir les nommer. Alors comment exactement? C'est le sentiment d'insuffler un sentiment submergent et contrôlé au patient, le faire réagir dans une spontanéité. Alors je vous résume le concept, les besoins, reconnecter les sensations du corps à l'esprit, comment insuffler un sentiment submergent et contrôlé à l'aide de la réalité virtuelle. Et on peut appeler ça la réappropriation du corps par des sensations pseudo-haptiques. Alors le pseudo-haptique, qu'est-ce que c'est? C'est la simulation par une interface virtuelle d'une sensation tactile. Alors tout le monde ne l'a pas forcément, cette sensation. Et pour vous donner un exemple de ce que c'est pseudo-tactile, c'est par exemple lorsqu'on met un casque de réalité virtuelle, on passe à travers d'un objet et on croit qu'on l'a tapé et on a la sensation de l'avoir tapé, par exemple. Cette réappropriation, cette expérience qui se veut déclencheur pour le patient, se situe dans un contexte avec le thérapeute, où il faut bien sûr amener le patient dans ce casque de réalité virtuelle. On ne peut pas directement le mettre dans ce casque. Alors premièrement, dans le scénario, on a le thérapeute avec le patient qui arrive. Ils commencent leur travail d'analyse. Puis après, le thérapeute va proposer au patient d'essayer cette expérience. Alors, je vais vous expliquer un peu aussi comment j'ai imaginé cette expérience. Au départ, le cabinet est physique, c'est ça qu'il faut se dire. Et il faut qu'il passe dans un endroit où il ne va pas se sentir dérouté, le patient. Il ne faut pas que je l'envoie dans une autre virtualité où il doit rechercher tous ses repères. C'est pour ça que la transition entre le physique et virtuel, pour moi, était essentielle à penser lors de la thérapie. Le thérapeute va donc, par écran interposé, pouvoir guider le patient dans la réalité virtuelle et le patient va ainsi mettre le casque, il va se retrouver ici, dans le cabinet virtuel qui est reproduit à peu près à l'identique. Afin qu'il se familiarise aussi avec ce cabinet virtuel, l'idée est de proposer des photos de ses proches ou animaux, ce qui le fait sentir bien, pour un peu enlever cette approche trop médicale du cabinet de thérapeute et pour donner cette sensation de familiarité avec l'environnement. Ainsi, il va se déplacer, se familiariser un peu avec la vision qu'il a dans le casque, pouvoir déplacer un objet et mettre par exemple une photo accrochée au mur. Puis après va apparaître dans un coin de la pièce un corps symbolique dans lequel il va pouvoir passer sa main et va pouvoir commencer cette expérience de réappropriation dite. Lorsqu'il passe sa main, un fondu au noir va venir et il va ainsi se retrouver dans une pénombre avec une nouvelle plateforme dans laquelle il va pouvoir commencer cette expérience de réappropriation. Alors ici, elle consiste à faire traverser le patient dans des représentations symboliques. Ici, ce sont des corps symboliques qui symbolisent en fait le rapport au corps pour le patient. Donc ici, vous pouvez le voir, le patient va pouvoir activer à côté de lui ce corps qui va venir vers lui, il va avoir des effets et il va pouvoir ressentir ces sensations pseudo-haptiques. Alors les représentations, elles ont été bien sûr imaginées, elles ont été faites à partir de recherches artistiques et elles ont été personnalisées, immersives et se veut évolutives. Pour l'instant, il y en a quelques-unes que j'ai conçues et l'idée, c'est de pouvoir en développer plusieurs pour plusieurs typologies de patients et enfin avoir une solution vraiment personnalisée pour le thérapeute et le patient. Donc ici, un petit schéma qui montre le corps qui arrive vers le patient. Et si le patient ne veut pas forcément qu'un corps arrive vers lui, il peut se retourner, il y a des corps symboliques derrière lui sur lesquels il peut aller et des effets vont venir vers ce corps
et vont lui faire sortir ses sensations pseudo-haptiques. Après cette expérience, il revient dans le cabinet virtuel, puis revient dans le cabinet physique. Il peut faire un exercice de respiration s'il a eu un petit moment de déroutement. Et enfin, une étape très importante, un retour avec le thérapeute. Ce retour est essentiel puisque cette expérience peut faire ressortir des traumas. Et ces traumas vont pouvoir être en quelque sorte verbalisés par le patient, et ainsi le thérapeute va pouvoir être aidé, avoir un support pour pouvoir déceler les traumas de la personne dans son discours. Alors pour résumer ce concept, comme je vous l'ai dit, c'est la réappropriation du corps par ces sensations pseudo-haptiques qui sont un élément déclencheur et enfin un support pour pouvoir faire travailler le thérapeute et le patient. Voilà, merci. Et après, je vais vous proposer à vos casques, prêts et casqués. Voilà. Donc si vous voulez voir une démonstration, hop. Je peux envoyer tout de suite. Alors, je vais vous proposer peut-être de faire, si vous avez déjà des questions, la première phase de questions, parce que je pense qu'il va y avoir le temps que ça charge. Le temps que ça charge, en fait. Ouais. Donc, on peut déjà commencer. Je commence peut-être. Merci pour cette présentation. Ça m'a donné l'impression comme ça, sur la méthodologie, que vous avez engagé une collaboration assez étroite avec un médecin. Oui. C'est ça, hein Oui, il est psychologue, psychanalyste, et du coup, c'est lui pour lequel je stream actuellement et qui suit la présentation derrière. Ouais, ça donne presque l'impression d'un travail en binôme. Oui, je trouve ça très intéressant. Parce que... Oui, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir poursuivre le projet et de pouvoir déposer cette candidature. Parce que je suis vraiment rentré dedans et comme lui m'a vraiment apporté du soutien, il m'a vraiment permis de comprendre. Et même, Charles, qui a cette association, Dissocie Action, et lui est en fait un élève de David Fradet, et lui-même est dépersonnalisé, est sur un master de psychologie, et lui aussi a pu m'aider et à mieux me faire comprendre cette pathologie, plutôt phénomène. Voilà. Au niveau des séquences que vous passez dans le casque, elles sont faites, elles sont personnalisées par rapport au traitement. Donc c'est pas quelque chose de standard, c'est vraiment. L'idée c'est de pas faire quelque chose de trop standardisé. Par exemple, s'il y a des gens qui ont un rapport au corps, comme je disais avec Charles, qui ont du mal déjà avec la sensation physique et réelle, les faire passer dans un corps réaliste virtuellement, ça peut vraiment les mettre mal à l'aise. Donc l'idée, c'est de partir sur un corps du plus abstrait au plus réaliste et de les faire évoluer là-dessus pour faire ressortir des choses. Et après, il y a beaucoup d'effets qui rentrent en compte, parce que l'effet donné par le corps est quelque chose de difficilement explicable comme ça, parce que c'est vraiment de l'ordre de la sensation. Moi, j'avais une petite question sur comment est-ce que cette expérience peut être ajustable par le thérapeute qui n'a pas forcément les capacités de faire du code ou des choses comme ça. Parce que voilà, dans son expérience, j'imagine que c'est très personnel, les expériences.
L'idée, ça serait de faire une base, disons une base personnalisable sur lequel, en fait, comme on a dans des jeux vidéo, on peut personnaliser ce corps à partir de modèles déjà faits et d'avoir de la customisation en quelque sorte. Mais ça reste à développer. Pour l'instant, moi j'ai développé quelques corps avec des positions différentes, parce que l'idée aussi c'était de les faire passer dans des positions. Là j'en ai mis, celle de standard que j'ai mis c'est celle-là, mais après des positions un peu plus yoga ou des positions un peu plus qui poussent en fait à faire bouger le patient et à se mettre en action. Voilà. Parce qu'on voyait dans l'image, en fait, le docteur il est presque dans un centre de contrôle avec tous ses écrans autour et la personne tout seul. Et on se demande presque est-ce qu'il ne pourrait pas jouer sur des curseurs et tester des choses, quoi. Effectivement, ça serait effectivement envisageable, mais pour l'instant, à mon niveau technique, je ne sais pas comment le mettre en place. Pareil, pour l'instant, cette technique, ce qui est bien, c'est que le casque ne coûte pas trop cher et il faudrait mettre une petite installation avec le thérapeute. Mais l'idée, ce serait vraiment de développer quelque chose, une application même pour le casque, pour que aussi le casque soit autonome, qu'il n'y ait plus de câble et que ce qu'il y a dans le casque soit diffusé sur l'écran du thérapeute. Mais il y aurait moins de contrôle à ce moment-là, de la part du thérapeute. Je souhaite rebondir sur ta remarque. En fait, j'aimerais que tu nous détailles un peu plus, s'il te plaît, la relation de conception qu'il y a eu, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez abordé des solutions aux problèmes ou face au produit que vous avez envie de créer, qui est une thérapie ou un moment de thérapie, Oui. avec le docteur Fradet. Je précise pourquoi, parce que finalement la seule manière qu'on a d'évaluer la qualité de ce que tu nous proposes, qui est un travail proche du travail de recherche, c'est un peu un ovni qu'on a là dans les projets, dans le bon sens du terme, j'aime beaucoup moi. La seule manière qu'on a d'évaluer un petit peu la qualité de ton travail, c'est effectivement de demander ce que le docteur Fradet en pense. Mais oui. ça n'a de sens que s'il évalue lui-même quelque chose qu'il n'a pas anticipé. Si vous avez co-construit ce dispositif, ça n'a pas de sens de lui demander ce qu'il en pense puisqu'il en est en partie concepteur. Comment est-ce que vous avez fait ça en fait? Alors, co-construit, c'est peut-être un peu poussé pour le co-construit, parce qu'il était plus là en aide, et moi je venais proposer des idées, et après lui il était plus en réponse de ces idées que dans la proposition même. C'était plus moi j'ai eu une phase d'idéation qui n'est pas présente, mais j'avais par exemple une idée qui était de les remettre plus en enfance et faire des jeux d'échelle, pouvoir faire ressortir des traumas. Mais là, ça se fixait plus sur des patients qui avaient des problèmes forcément liés à l'enfance. Il y a eu aussi d'autres idées. Par exemple, c'était une salle de miroir avec des reflets. Donc là, c'était moins réalité virtuelle. Mais c'était des choses comme ça et c'était un peu trop brutal dès le début parce que je voulais faire quelque chose qui était très déclencheur, parce que je voulais faire ce moment déclencheur. Et après lui avoir exposé cette idée, il m'a dit que c'était trop brutal pour eux, à son sens, et qu'il fallait bien faire quelque chose en état d'alerte contrôlée. C'est-à-dire ne pas l'envoyer et le remettre dans un trauma. C'est pour ça que j'ai choisi quelque chose qui a, à mon sens, acceptable pour le patient et qui peut faire ressortir ses sensations et ses traumas. Du coup, j'ai une partie de la réponse que je recherchais, c'est toi tu as été concepteur ou ingénieur de recherche entre guillemets, et lui il évaluait tes productions. Oui. Tu as dit qu'il a évalué une de tes productions, un de tes concepts miroirs trop violents. Qu'en est-il de l'évaluation du concept actuel? Qu'en pense-t-il? J'ai pas eu de retour sur le dernier concept. D'accord. J'ai pas eu de retour. Donc sur ce concept-là, il n'y a pas de boucle. De boucle, en tout cas. Mais il y a la première boucle sur en tout cas le corps qui vient sur ce moment-là. Et ça, du coup, est-ce que tu peux nous reformuler ce qui a été dit? En gros, il m'a
il m'a validé en quelque sorte. Il m'a dit test. Hein. Là, il m'a dit test. Hein. Il m'a dit test. Il m'a dit test hein, parce que je lui dis je vais faire ça et il me dit si tu sens que c'est ça là-dessus, je pense que c'est pas trop fort et pas trop brutal. Il m'a dit test. Hein. Ça s'est passé comme ça. Hein. Entendu. Alors, du coup, ouais, pour rebondir, c'est vrai qu'en fait c'est difficile d'évaluer. C'est ça qui est dur. Beaucoup de recherche. Non, mais du coup, c'est hyper intéressant. On peut évaluer la démarche et voilà. c'est une vraie démarche design. J'ai remis la roadmap pour bien vous situer où j'en étais. Et de par aussi la complexité un peu du sujet, le temps d'appréhender tout ça et d'avoir vraiment des idées pertinentes pour ne pas partir dans le mur et proposer quelque chose, comme dès le départ, j'aurais pu commencer à concevoir quelque chose qui n'aurait pas abouti en fait. Il vaut mieux passer 90% du temps à trouver la bonne idée que 10% et se tromper. Et il y avait aussi tout ce fait de pouvoir contextualiser en fait comment on amenait la personne même à utiliser le casque, qui est aussi important quasiment que l'expérience dite. Parce que, comme je vous ai dit, mettre quelqu'un dans un casque qui n'a jamais fait, c'est presque un nouveau-né. Hein. Voilà. Ça a démarré peut-être d'ailleurs. Oui, j'ai essayé. Et comment vous appréhendez aussi le fait qu'il y a des personnes qui ne supportent pas aussi le casque, d'être dans un environnement virtuel et qui sont tout de suite et qui se sentent... Alors là, l'idée c'est de se dire qu'on propose au patient avant. De toute façon, c'est une discussion avant avec le patient et on l'amène à lui demander si il veut tester une expérience en réalité virtuelle. Et c'est à ce moment qu'il décide s'il veut tester ou pas. Et voilà. Dans votre approche, donc là, la réalité virtuelle, c'est une solution. Est-ce que vous avez aussi perçu d'autres solutions? Alors, les autres solutions qui sont listées, oui, il y en a plein. Je pense qu'il y a aussi un gros travail en fait, qui est sur le travail de la personne en elle-même et des changements de rythme de vie. Beaucoup parlaient le fait d'avoir une routine, d'arrêter par exemple, certains avaient des problèmes avec des addictions en tout genre. C'était de retrouver en fait une stabilité dans leur vie. Souvent, c'est des gens qui, à cause du trauma, ont une vie un peu déstabilisée. Et moi, je me suis vraiment placé sur la thérapie en elle-même, sur comment arriver dans le... Je suis parti en fait de la réalité virtuelle quand même pour faire le projet en me disant ici il y a vraiment un point où je peux amener je peux avoir un apport en fait. Une opportunité. Oui. Hop, alors, attendez. Désolé. Avec la VR, c'est cruel. Surtout avec le Link et le Quest, qui sont quand même des plateformes assez nouvelles. On est sur la même prise de risque au max maintenant. Ça, il a fait les questions avant. Ouais, c'est très courageux. Ça va marcher. Du feedback. Je sais pas pourquoi j'ai mes mains qui n'apparaissent pas. J'ai un bug de main. Bon, c'est quand même... Est-ce que les corps seront visibles? Oui, les corps sont visibles, je pense qu'ils sont sur la scène. Ouais, ils sont sur la scène. Ce que je veux dire, on peut imaginer qu'il y a des mains. Oups. Ouais, si tu veux essayer, Ouais. je te laisse faire le cobaye. Je suis cobaye. Hop. Clac. Donc le câble, ça débranche rien. Parce que c'est toujours un peu
Ah, il y a du son. Il se déconnecte. Ouais, normalement, il y a le son. J'ai mis une piste audio dessus, hein, Ok. simple. Du son plutôt relaxant. Voilà. Donc là, ça lag un peu. Ah, malheureusement. Ça lag là? Non, mais je vais rentrer dans le mur si je veux aller jusque là-bas. Ah. Ouais. Ah, pour Je le. vais peut-être déplacer mon. Ouais. Ah. Parce que je l'avais compris. Point. Je vois pas où t'es. Oups. Je vais te le. Oups. C'est pas très précis. Je te le redéplace, je sais pas, il est prêt. Je vais te le mettre près de toi. Voilà. Encore vers moi. Ah, Et là, je vais arriver. Ouais, super. je te le mets à côté de toi parce qu'on voit pas bien. Là, le corps, il va se diriger vers moi. Ouais, le corps violet du coup va se diriger vers Ok, toi. Super, là, il est en train d'arriver. Tu vas déclencher. Donc, est-ce que. Donc, voilà un peu l'effet. Et voilà, du passage. Comment ça se fait que ça lag autant? C'est mon PC, je pense qu'il est. Il est branché. Ouais, il est branché, mais il est. En fait, j'ai pas développé sur celui-là. J'ai développé sur une tour, donc. Oh non. Il faut nous expliquer en même temps ce qu'on voit, ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le corps, un corps en filigrane qui est animé et qui bouge. Donc il y a des ondulations dessus. Il y a des particules qui sont au loin et qui sont liées au corps en fait. Et lorsqu'on s'approche ou que le corps vient vers la personne, ces particules viennent se concentrer sur le corps. Autour de nous, sur nous. Voilà, sur nous. Enfin, elles viennent se concentrer sur le corps, pas sur nous directement. D'accord. Sur le corps qui est mis. Voilà. Ça lague encore là. Mais c'est bizarre parce que quand tu m'avais Mais fait- c'est parce que mon PC il est. Enfin, Mais à la dernière démonstration, ça laguait pas comme ça. bah ouais, mais c'est le. Je te dis, mon PC il est. Là, Mon Ah, là, PC c'est bon, est. là, c'est fluide. là, ça lag pas. Ouais, mais c'est des fois il est. Tu vois, je pense que c'est juste parce que tu perds le focus. Tu cliques ailleurs. Et en fait, quand tu cliques ailleurs, ton Ah, ça, le- GPU, il change de... Ah, il change de focus. Ah oui, ouais. T'as peut-être raison. Et vous n'avez pas parlé d'avatar. Est-ce que l'avatar, c'est aussi une forme qui pourrait être une façon de reproduire aussi un corps au travers de la réalité virtuelle? Une représentation de la personne Oui. à l'intérieur non, j'ai pas forcément parlé de cette représentation. Mais dans l'idée, Je fais le tour du casque. c'était Je pose aussi optique, évidemment, demander au avec patient ce genre quel, de lingette. qu'est-ce qui a un peu le traumatisé en fait. C'est pour ça que je parlais des corps réalistes. Donc si par exemple un corps est plus réaliste pour lui, le faire passer dans, Non, disons dans une vas-y, femme ou je même pense. un homme ou même quelque chose qui est différent et qui lui fait un peu peur, c'est Faut venir là. c'est envisageable en fait. Mais lui-même, j'ai pas envisagé de le mettre lui-même. C'est vrai que j'ai pas envisagé de faire une reproduction de lui. Je sais pas si je vais rentrer. Mais je pense que c'est un peu trop dérangeant à mon avis. Mais ça peut être quelque chose à tester, effectivement. Hop, on est bon? Ça relague. En fait, c'était fluide, puis après, t'es perdu en... J'ai l'impression que c'est quand Il y avait du son aussi? Ouais, j'avais le son. Ok. Ouais, j'avais le son. Normalement, bon, j'avais pas le son. je sais pas si on s'en entend. Normalement, il y a une silhouette. Normalement, il y a une silhouette violette au. Voilà. C'est vrai que c'est marrant.
Et qu'est-ce qu'il en pense, ce thérapeute, de toutes les opportunités en fait est-ce qu'il a vu des opportunités liées à ça est-ce qu'il y a plus d'opportunités qui peuvent se lancer avec ce type de choses et sa thérapie? En fait, quand je l'ai contacté directement, il ne savait pas forcément ce que c'était la réalité virtuelle et je lui ai expliqué en fait un peu les points clés sur lesquels on pouvait travailler et c'était plus après de mon ressort de proposer que lui-même d'avoir vraiment de se dire il faut faire comme ça ou je pense à ça. C'était plus un travail de mon côté, disons. Ouais. Donc le design, il a beaucoup à faire là-dedans parce que le médecin, peut-être qu'il n'arrivera pas à être force de proposition sur ces choses-là, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un peu, là où je me place un peu, c'est que ce travail du corps créé là, c'est un travail qu'il faut faire aussi avec les patients. Et l'idée après, ça serait pendant la thèse, de pouvoir recréer des corps et de les faire avec vraiment. C'est ça. Hop, à côté de vous, normalement, il y a une borne. Oui. Ouais, il faut passer la main dans la borne et C'est bon. je crois que c'est bon. C'est bon. C'est pas une sensation pseudo-optique, ça. fois C'est une sensation haptique. J'ai mis un gros cube, normalement on ne peut pas le rater. Tu peux avancer, hein, t'as encore de la marche. On t'arrêtera si tu veux. C'est sûr qu'avec cette vitesse de rafraîchissement de l'image, c'est difficile d'avoir. Ouais, c'est un peu difficile. C'est ça que c'est un peu frustrant parce que on ne sent pas forcément exactement, alors qu'il y a le sentiment qui passe vraiment. On a vraiment cette sensation de passer à travers. Enfin, je sais pas pour vous si on sent il y a un petit pincement personnellement. J'ai le temps d'essayer ou... Ah oui. Bien sûr, on est hors temps, mais c'est pas grave. Après, c'est la pause déj. Notre pause du dîner, C'est la donc, pause déj. je pense que c'est plus intéressant qu'on a quand même une bonne heure pour travailler, pour manger. Je mets un peu le câble pour pas qu'il se casse. Oh, il est déjà là. Donc là, j'attends. Ouais, il va revenir là. Il faudrait juste repasser. C'est le violet en fait. C'est le violet, le jaune est plus, c'est le trigger pour le cabinet. Il faut que j'arrive à mettre ma main au bon endroit. Ouais, je pense que ça a démarré là, vu l'emplacement où t'es. Vous avez conservé des recherches graphiques qui vous ont abouti Oui, j'en ai quelques-unes. C'est pas exactement les recherches, mais c'était plusieurs positions dont je parlais tout à l'heure, plusieurs positions comme ça, avec différents paramètres que j'ai testés. Mais là, c'est ceux que j'ai choisis en fait. Donc j'ai pas forcément toutes les recherches d'avant, mais en gros je l'ai fait. Alors je sais pas si vous connaissez peut-être Houdini. C'est un système. Le magicien. Ouais, le magicien. En gros c'est un logiciel procédural qui permet justement de changer le corps vraiment à variance. Et j'ai pris plusieurs positions du coup qu'on peut faire. Donc là j'ai mis sur la démo que celle-là, mais c'est envisageable de mettre d'autres. Et du coup, je rebondis sur la question. Pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as un semi-corps, quoi? Parce que les corps, ces avatars que tu fais traverser, à travers lesquels tu fais traverser les patients, ils ne sont pas en plein. Donc ils sont c'est une représentation qui n'est pas figurative, mais presque, quoi. Oui, et pourquoi ça? C'est pour pas être dans le réaliste. Ouais. C'est vraiment pour ça. C'est pour ne pas être dans le réaliste et pour avoir
aussi cette sensation de particules et de pouvoir aussi voir quand on passe à travers. Ce que je trouvais intéressant en fait, c'est quand on passe à travers, si on baisse notre tête, on peut voir le corps autour de nous. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Et donc pourquoi, tu dis pour pas être réaliste, pourquoi ne pas être réaliste? C'est ça, du coup, Parce que selon Charles m'a dit en tout cas que pour lui, réaliste, c'était trop, ça serait trop déroutant pour des personnes. Mais ça, on peut se diriger vers là. Mais j'ai enlevé, disons, cette option pour l'instant, parce que pour moi, elle était pas bonne en tout cas. Est-ce qu'on peut parler de la Uncanny Valley dans ce contexte-là? D'un coup. La Uncanny Valley, Uncanny Valley, c'est un concept qui vous parle ou pas? j'ai déjà entendu, mais je vois. En gros, l'idée, enfin, si je dis pas de bêtises, c'est que si on essaie de faire quelque chose qui est trop ressemblant de l'humain, si on s'approche de plus en plus de la ressemblance, on arrive dans une zone où les gens sont très très mal à l'aise. Oui. Parce que c'est très ressemblant, mais pas assez. Mm. Et qu'en s'en éloignant, finalement, on prend moins de risques. Oui. Qu'on est dans quelque chose où il n'y a pas d'effet de mimétisme, quoi. Et je trouve que du coup, c'est une réponse intéressante à ce problème. C'est vrai. Ouais, c'est souvent un des points qui est évoqué, même dans plusieurs séries, le fait d'avoir si on a des machines ou des intelligences artificielles, est-ce qu'on les met à l'image de l'homme pour éviter de nous tromper Exactement. ou savoir exactement si on est face, et ce que je disais un peu au début, comment savoir si on est face à une IA ou face à un corps, en fait, enfin à quelqu'un, vraiment. C'est un sujet qu'on a en robotique, qu'on rencontre aussi des gens qui sont défigurés, où finalement on est très proche, mais on est très très mal à l'aise. Okay. Je trouve que c'est une réponse intéressante. Et c'est vrai que ça m'aurait intéressé de voir d'autres pistes, parce que je pense qu'il y a plein de... Il y en a encore d'autres, mais Ouais. ça reste... il faut beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai inscrit dans un processus long, avec plusieurs tests. J'avais encore une question. Dans la répartition de votre effort sur ce projet jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, entre la rédaction du mémoire, je pense que c'est une grosse partie, entre la partie vraiment étude du besoin, dialogue avec le corps médical, la partie réalisation vraiment, c'est quoi le ratio? Alors, début janvier, j'ai eu le contact avec David. Jusqu'à à peu près, disons, mi-avril, j'ai eu pas mal de retours avec lui. Ouais. Sur la moitié de ce temps, j'ai eu les contacts avec Charles, d'autres personnes dépersonnalisées. Et après, en même temps, en parallèle, je faisais déjà des essais sur Unity, parce que je devais tester déjà des interactions. En fait, je testais des interactions même si je ne m'en servais pas, parce qu'il fallait bien que j'apprenne pour le moment venu, si je voulais les mettre ensemble. Donc c'est, en tout cas, le développement, il a commencé vraiment tôt, puisque j'ai un peu appris sur le tas aussi sur cette expérience. Donc, voilà. C'est sur la pertinence de la solution. Vous avez dit que la pertinence nécessitait d'être testée, de faire des tests et des tests. Et moi j'aurais souhaité aussi, c'était voir des résultats de tests, parce que pour pouvoir évaluer la pertinence de cette solution. Donc là, moi, ce que je vois, c'est des explications que vous apportez pour dire que cette solution-là va apporter tel résultat. Mais c'est une démarche de chercheur en même temps. Et voilà, donc là, moi je suis un peu démuni par rapport à la pertinence. Donc je peux juste constater, faire l'expérience, ressentir quelque chose ou pas. Et après, voilà, c'est de voir est-ce que ça apporte une réelle solution à toute la problématique que vous avez très bien exposée d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce qui me permet à moi de pouvoir dire la solution que vous avez apportée, c'est celle qui correspond à la problématique que vous avez développée? On attend, il n'y a pas encore les tests, mais qui vont arriver. Mais sur ce vous allez m'évaluer plutôt en fait sur est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas? Parce que la façon dont j'amène le projet, ou même pour moi c'est comme une préparation un peu à la déposition de ce travaux de recherche. Puisque le travaux de recherche, on va me demander des tests, mais on va surtout me demander est-ce que ton truc, tu penses qu'il va vraiment les convaincre que ça peut servir en fait. Et c'est un peu dans cette optique.
Voilà, je ne sais pas si je réponds très bien à votre Si, question. je comprends, non, je comprends très bien la réponse, mais j'ai l'impression que je suis un peu à une phase du transitoire du projet. Oui, je suis en phase transitoire. C'est plus un go no go, quoi. Moi, on m'a dit ça dès le début. De toute façon, j'étais pertinent en commençant là-dessus, que j'allais prendre du retard en quelque sorte, mais en tout cas me positionner autrement par rapport à d'autres projets où il y avait directement des tests sur les personnes et directement un concept plus finalisé vers la fin. Je peux recontextualiser sur cette partie-là parce que effectivement on a affaire à un ovni par rapport aux autres projets et du coup le travail d'évaluation est un peu difficile. Moi, quand tu es venu me voir au tout début du projet, avec ces problématiques de déréalisation, je lui ai dit ne fais pas ça. Il m'a dit ça. Tu vas te tirer une balle dans le pied. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que tu n'es pas psychologue, ça c'est la première raison, et parce que tu découvres les outils de la réalité virtuelle en même temps. Et je lui dis ça c'est un travail extrêmement conséquent. Après ce temps de travail, moi j'ai un constat, et on pourra en discuter un peu plus en aparté tout à l'heure, c'est que mon premier constat c'est que sur la partie psychologie, il s'est emparé totalement des compétences, au point même d'être capable de les démocratiser pour nous non-sachants. Voilà. Et le reste, je le dirais en aparté, parce qu'on n'est pas je suis en train de discuter le projet. Là. Non, mais c'est intéressant parce que vous vous êtes mis en danger dès le début, hein, c'est évident. Hein. Oui. Donc, c'est pas ça. Je dirais que c'est même pas ça le sujet de la discussion. Du coup, effectivement, on essaie de capter des infos pour. Parce qu'au début même, j'avais une slide qui précisait que je me plaçais sur la thérapie. Moi, au début, on m'a dit essaye pas de faire un truc thérapeutique, essaye de faire de la prévention, parce que toi, tu pourras mieux te placer sur de la prévention. Et c'est quand j'ai eu David et il m'a dit mais de la prévention la prévention, elle est trop dure sur du trauma en fait. Tu peux pas prévoir des traumas. C'est très dur à prévoir un trauma. Donc c'est pour ça que je me suis redirigé vers là. Voilà. Non, c'est intéressant, mais je suis d'accord. En fait, ça donne l'impression que vous aviez envie de faire de la VR. Oui. Ce que je dis, c'est un peu méchant. Et mais c'est pas du tout méchant. L'intention. Vous aviez envie de faire de la VR et vous vous êtes dit, ok, quel problème je vais solutionner avec la VR. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne, mais je trouve que finalement le résultat est plutôt élégant. Et la réponse, elle est vachement intelligente. Puis pour le coup, c'est plus d'opportunisme parce que vous êtes tellement rentré dans un truc compliqué. Et du coup, même moi, j'ai du mal un peu à comprendre. Enfin, le versant médical, j'entends. Qu'on voit que c'est pas de l'opportunisme du tout. Enfin, je trouve. Ouais, c'était un sujet à prendre à bras le corps et je pense que vous l'avez pris à bras le corps. Quoi. Il fallait être sûr. On va dire. Ok. Ouais. S'il y a d'autres questions, non. Merci beaucoup. Merci. Je m'ouvre un brin, c'est un peu chaud.